Alors, on va parler maintenant de Toggle Device Toolbar qui nous permet de tester la réactivité d'une page. Donc, juste ici, hop, tester une page responsive avec Toggle Device Toolbar. Cet outil est situé en haut à droite ou en haut à gauche suivant le navigateur utilisé. Donc, petite parenthèse, chaque navigateur a ses propres DevTools, même si la plupart des fonctionnalités sont partagées. Il y a quelques différences entre Chrome, Firefox, Edge aussi, mais la plupart sont quand même similaires. Et donc Toggle Device Toolbar est disponible avec tous les navigateurs, toutes les DevTools des navigateurs. Il permet de tester une page selon les dimensions qu'on souhaite. On peut y voir les différentes media queries, passer en format paysage ou portrait, tester des dimensions d'appareil spécifiques, etc. Donc ici j'appuie sur F12. Alors oui, second aparté, je suis repassé en mode light, j'avais fait un test. Donc vous pouvez appuyer sur la roue crantée ici, en haut à droite, et vous pouvez passer en thème sombre, un peu plus agréable pour les yeux, mais vous faites comme vous voulez. Et également, je crois que je suis passé en français, donc pour changer la langue, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-P, c'est un peu comme avec VS Code, ça vous ouvre la palette ici. Et donc là, j'étais en French, et je peux repasser en English. Je vous conseille quand même de l'avoir en English parce que... ensuite, il faut actualiser. Parce que dans les explications, dans les blogs, etc., en ligne, en général, c'est en anglais, donc c'est plus facile de s'y retrouver. Ok, donc on a Toggle Device Toolbar, c'est la petite icône en haut à gauche. Hop, ici. Donc je clique, ça me montre cette visualisation. Ok, et je peux tester la largeur comme ça d'une page. Tout simplement, je vois les pixels qui sont là, de la largeur, et je vois que quelque chose est en train de changer à chaque fois. Ça change de couleur, ça perd du style, ça gagne du style, etc. Tout ça, c'est à cause des requêtes médias, notamment, donc tout ce qui est max width et min width. Magnifique prononciation du TH en anglais. Et donc, en fait, max width, on voit bien ici que ça veut dire en dessous 2, parce que en dessous 2, 1200 pixels, en dessous 2, 800 pixels, donc. Et hop, là j'y suis, et là j'y suis. Et ensuite, on a min width, donc contrairement à max width, qui va être au-dessus de, donc au-dessus de 500, j'arrive à ça. Au-dessus de 1500, au-dessus de 1500. On peut également voir où sont écrites ces requêtes médias. Si je fais clic droit, Reveal in Source Code, eh bien ça m'amène dans Sources, et je vois donc ici on a nos requêtes médias. Ok. On peut également, donc là vous voyez je suis en mode paysage, j'ai la largeur qui est plus grande que la hauteur, je peux tourner pour faire l'inverse, donc en mode portrait. Je peux tester certaines caractéristiques, certaines dimensions d'appareils connus, comme l'iPad Pro ici, comme l'iPhone XR, etc., etc. Ok. Ensuite, donc quand on clique ici, ça enlève la languette sur le côté, il faut repasser en mode responsive ici. Aussi, si vous voulez tester un appareil spécial, vous avez juste à ouvrir Google et à taper Dimensions, iPhone 13 ou quoi que ce soit, et vous allez avoir les dimensions que vous pouvez rajouter à la main ici, par exemple 600 par 400, si vous avez un appareil comme ça. Donc vous pouvez vraiment tout tester. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc oui, alors il y a le ruler ici, qui permet de montrer ça, donc c'est pour montrer la règle. Et voilà, ce genre de choses. Ok, donc c'est très très sympa, très utilisé. Ça bugouille un peu parfois lorsque vous l'utilisez pendant longtemps, donc je vous invite parfois à le sortir comme ça, actualiser, réouvrir votre page comme ça. Si vous l'utilisez pendant longtemps et que vous faites pas mal de changements, ça peut un peu bugger, c'est un peu connu pour ça parfois. Ok, onglet Sources, donc on l'a déjà vu précédemment, mais ça vous permet de voir les fichiers, les données et les ressources qui ont servi à l'affichage de la page. Vous pouvez notamment y retrouver les fichiers CSS. D'accord ? Donc là voilà, je suis là, index.html, le son, et puis vous pouvez avoir des extensions, etc. qui ont été utilisées, donc je vous invite à regarder votre page en mode invité, pour être au plus près de ce qui a été téléchargé, et pas toutes les extensions également. À droite, vous avez également la possibilité de débugger du JS, mais on n'est pas dans un cours débogage JS, mais débogage CSS. Donc potentiellement pour un autre cours JS, on verra tout ça. Voilà, donc c'est Sources, pas grand chose à dire. Ensuite, déboguer une animation et analyser également une animation. Les animations sont parfois coûteuses en ressources. Pour les analyser, on peut utiliser l'onglet Performances. Le but est de lancer un enregistrement quand une animation a lieu, puis d'analyser les résultats. Dans cette analyse, plus il y a de paint layout commit et de recalculation, plus l'animation a de mauvaises performances. Comme déjà vu précédemment, les propriétés performantes à animer sont transform et opacity. Ça change pas, c'est transform et opacity. Nous allons donc faire exprès en premier lieu d'animer margin et background color. Alors margin, c'est surtout, il faut jamais animer margin. Background color, parfois ça peut passer.
La propriété margin est particulièrement déconseillée car elle provoque souvent des recalculs complexes dus au déplacement qu'elle inflige aux éléments autour de l'élément qu'elle anime. Voilà. Il existe aussi une petite fonctionnalité animation qu'on verra, mais je la trouve pas très utile. On verra ça ensemble. Bref, on a une animation qui est mauvaise où on anime comme ça, on anime la marge. On anime la marge juste ici. Donc on fait de 0 à 40 et on revient à 0. Donc on pourrait même l'améliorer en enlevant ça. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? De 0 à 50%, on passe donc à 40 pixels ici de marge. Et de 50% à 100, ça repasse à 0. Ça revient aux valeurs de 0, c'est le comportement. C'est le comportement d'une animation. Alors on peut rajouter la classe active ici pour la faire fonctionner. Voilà. Et on voit que ça fonctionne. Encore une fois, ça fonctionne sans initialiser, sans instancier de margin 0 sur l'élément. Pourquoi? Parce que c'est déjà la valeur de base, c'est 0, la valeur vraiment initiale. Vous pouvez le voir sur MDN. Bref, du coup on a tout ça, et puis on voit même que ici ça lag un petit peu alors que mon PC est assez rapide. Ça va, mais c'est un peu laggy. On voit que c'est bizarre, et on voit qu'en fait ça change les dimensions, ça fait bouger tous les éléments. Il y a plein de calculs à faire ici en fait. Et donc comment on peut voir tout ça? F12. Hop, je me mets ça en bas. Dans la partie performance ici, vous pouvez cliquer sur record. Et donc on regarde l'animation. Voilà. Et stop. Ensuite, donc, j'enlève l'animation ici parce que bon, ça fait un peu mal à la tête sinon. Alors ici, je suis en mode dark mode. Alors, est-ce qu'on y voit correctement? Ah, c'est pas foufou. Voyons voir. En général, c'est au niveau des layout shift ici. On y voit quand même, ok. Alors ici il y a pas mal de choses qui sont écrites, ça fait un petit peu peur. En fait, on voit qu'il y a les frames juste ici, et pour chaque image créée, il y a des calculs qui sont faits. Ces calculs, vous pouvez les voir au niveau de layout shift ici, et de main, d'accord? Donc si vous voyez des layout shift, déjà c'est un très mauvais signe. Ça veut dire décalage de disposition, ça veut dire que ce sont des calculs coûteux. Pourquoi ce sont des calculs coûteux? Parce qu'on change les marges à chaque fois, ça recalcule à chaque fois par rapport à tous les éléments autour, c'est coûteux, voilà, c'est comme ça. Et ce qu'on a également dans le main ici, dans le main thread, eh bien on a recalculate style, ça aussi c'est coûteux, layout c'est coûteux, prepaint et paint c'est potentiellement coûteux, et on a un commit juste là de tout ce qu'on a recalculé, voilà. Donc vraiment, ne vous intéressez pas à tout ce qu'il y a ici, il y a des choses qui sont assez complexes. Il faut vraiment s'intéresser à layout shift ici. Si vous voyez ça, c'est que il y a un petit problème quelque part. Encore une fois, tout dépend de la taille de l'animation, de ce que vous faites, etc. Donc c'est pas forcément mauvais, mais dans ce cas précis, c'est mauvais. Animer la marge de plusieurs éléments comme ça, c'est vraiment, c'est pas très bon. Et ensuite, on a plein de recalculs également juste ici. Donc je vais vous montrer une autre animation qui est tout aussi impressionnante entre guillemets, donc qui bouge pas mal, mais qui est très performante. Donc là, on avait bad animation, puis maintenant j'ai good animation. Donc simplement, ça va grandir et tourner jusqu'à 50%, puis ça va rétrécir et retourner à l'envers jusqu'à 100%. Ok, c'est tout ce que ça fait. Donc on vient ici, je rajoute active, et ça fait ça. Ok, donc on voit qu'il y a des choses qui bougent, et il y a pas mal de choses. Mais vous allez voir que ça, c'est beaucoup plus performant. Donc on se met là, hop, j'enregistre, un petit peu, le temps de voir une animation. Je clique sur stop, j'enlève active parce que bon, ça va bien 2 minutes. Et je retourne au niveau de mon main et au niveau des layout shift. Et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'il n'y a même pas une section layout shift. Il y a une section main ici, il n'y a pas layout shift. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage de disposition et donc qu'il n'y a pas potentiellement de gros problèmes de performance. Ça, déjà, il faut noter. Mais seconde chose à noter, dans le main thread ici, donc au niveau des calculs, pour chaque task ici, ben regardez, il n'y a plus rien. Il y a juste une toute petite tâche ici, comparé à tout ce qu'on avait avant. Rappelez-vous, on avait des peintures, des calculs de disposition, etc. Là, il n'y a plus rien à faire. Pour chaque frame, il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment ultra rapide comparé à d'autres propriétés. Voilà. Donc ici, on a utilisé juste les propriétés de transformation, qui sont vraiment, c'est fait pour ça, quoi. C'est fait pour ça. Seconde chose, tiens, qu'il y a aussi avec les animations. Alors laissez-moi voir juste. On rajoute active ici, voilà. Donc je vais vous parler d'une seconde chose que je trouve assez peu utile, mais qui existe. Donc dans les 3 petits points à droite, vous allez dans More Tools, et vous allez dans Animation ici. Alors, ça s'ouvre en bas normalement. Waiting for Animation. Bon, déjà, ça fonctionne pas super bien. Là, ça l'a fait une fois, voilà. Ok, donc vous pouvez cliquer ici, et vous voyez en fait les animations.
Franchement, entre nous, je trouve pas ça très très utile. Je trouve pas ça super utile. Je peux changer la vitesse ici de l'animation pour qu'il y en ait une qui soit plus rapide et tout. C'est pas très intuitif, déjà. Et en fait, dites-moi si vous trouvez une utilité à tout ça, mais moi, j'avoue que j'en trouve pas vraiment. Ouais, on peut changer la vitesse de certaines, bon. Ça, je veux dire, on le fait à la main, normalement, on le fait pas dans cette sorte de visualisation. Bon. Ouais, je passe peut-être à côté de quelque chose, hein. Dites-moi si vous trouvez ça utile. Mais moi, je trouve pas ça utile. Ok, allez, on peut enlever l'active ici, et on va terminer, je crois, avec l'audit Lighthouse. Chrome vous permet de faire... alors, pour le coup, je sais pas si Firefox le permet, tiens. Ça, c'est intéressant. Est-ce que Firefox permet de faire une audit? J'appuie sur F12. Donc là, on a les DevTools de Firefox. On va l'ancrer en bas. Performance, éditeur de style, réseau, debugger, application, accessibilité, DOM. Tiens. Je crois que ça, c'est simplement... À voir. Je suis pas un expert absolu des DevTools de Firefox. C'est vrai. En général, j'utilise ceux de Chrome. Mais je vois pas l'audit ici. Alors que lorsqu'on est sur Chrome, regardez, F12. Donc à la fin, vous avez Lighthouse, qui veut dire en anglais le phare, pour votre culture personnelle. Et donc ici, donc on est en mode desktop, et on a envie d'analyser les performances, accessibility, best practices, SEO, mais pas Progressive Web App, parce que ce n'est pas une Progressive Web App. Une application qui fait en sorte qu'on peut installer une application web directement sur téléphone. Bon, ce n'est pas ça ici. Donc on peut faire Analyze Page Load, et en fait ça va relancer la page ici, et ça va vous donner plein de petits conseils par rapport à tout ça. Donc bon, c'est pas forcément c'est un rapport avec le CSS, mais pas que, c'est un rapport avec plein de choses, SEO, accessibilité, etc. Mais c'est un conseil évidemment qu'il faut donner avec les DevTools. Donc on voit qu'on a 100 en performance ici, donc c'est une page qui est assez simple, hein, donc c'est assez normal, il n'y a pas d'image, pas de vidéo, bon, c'est assez simple d'avoir 100 ici. Accessibility, pareil. Par contre, en SEO, tiens, on a des petits problèmes, donc on clique ici, ça nous amène là. Donc oui, il n'y a pas de meta description, parce que bon, c'est juste un cours, donc c'est vrai que j'ai pas rajouté de meta description. Enfin, c'est pas une page qui a pour vocation d'aller sur le web, donc bon, c'est normal qu'il n'y en ait pas, mais du coup, ils nous ont pénalisé sur ça, et c'est à peu près tout. Not applicable, paste audit, ouais, c'est juste ça en fait qu'ils nous ont pénalisé sur ça. Bon. Et puis, alors ce que je vous conseille, pour votre culture G du web aussi, là je clique sur Performance, donc je descends. Alors déjà, il y a tout ça qu'il faut connaître, même si c'est un peu complexe, hein. En plus, il n'y a pas trop de traduction en français. First Contentful Paint, Cumulative Layout Shift. Donc, en gros, la plus grosse chose qui est affichée en premier, ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être un titre. Cumulative Layout Shift, par exemple, c'est... il ne faut pas qu'il y ait des brusques sauts dans votre interface. Par exemple, quand une image a fini de charger, tout d'un coup, boum, ça fait bouger le texte en haut, en bas, à gauche, à droite. Et du coup, on est en train de lire quelque chose et on est complètement perdu. Donc ça aussi, il faut pas qu'il y en ait, c'est pour ça. Donc là, il y en a pas, donc c'est très bien. Bref, tout ça, ce sont des métriques qui sont utiles pour les performances de votre site et pour son ranking en termes de SEO dans les résultats de recherche. Donc c'est important, aujourd'hui, il faut les connaître. Je vais faire un cours sur les performances aussi, justement pour parler de tout ça. Mais c'est un peu dur à comprendre au début. Voilà. Ok, donc ensuite on descend, on a un diagnostic, et donc à chaque fois en fait, par exemple, on clique et on peut learn more about this, et on ouvre ça, donc on arrive soit sur une page de Chrome, soit sur une page un article de blog, ça dépend des fois, et il vous explique un petit peu la chose en question. Donc vous avez aussi les paste audits, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder tout ça, et à chaque fois learn more, vous voyez, et comme ça permet de voir tout ça, voilà. Ok, donc ça c'était le petit conseil à la fin faut faire ça évidemment pour chaque page web, hein, parce qu'un site, enfin, tout dépend de si votre site a plusieurs pages ou pas. En général oui. Mais il faut faire ça pour chaque page. Et puis il faut aussi regarder ça avec un œil critique. Si vous avez une page privée par exemple, quand vous allez voir votre compte bancaire, ce n'est pas affiché dans les résultats de recherche Google, vu que vous y allez, c'est seulement votre compte à vous. Eh bien ça c'est pas très grave s'il n'y a pas de meta description par exemple, ou s'il n'y a pas des éléments méta ou des choses en particulier qui ont rapport avec le SEO, vu que c'est une page privée, vous comprenez. Donc il faut aussi analyser ça avec un œil critique. Ça dépend en fait, voilà. Mais sinon quand même ça donne de très très bons conseils. Bon je pense qu'on est bon sur ça, on est bon sur les DevTools, on passe à la suite qui est la compatibilité. On en a un petit peu parlé précédemment, mais on va en reparler. Compatibilité entre les navigateurs.